Parlons action. Bienvenue à notre capsule web. J'aimerais vous introduire un collègue à moi que je connais depuis 15 ans qui travaille proche de mon bureau, Steve Goulet. On partage souvent des informations et des analyses pour être capable de choisir des bons titres d'action. Ces recommandations-là sont les nôtres et non pas celles de la financière Banque nationale. Bonjour Steve. Bonjour Karim. Alors, parlons action. On a choisi 3 titres pour discuter aujourd'hui. Je veux que vous sachiez que ces 3 titres-là, on les détient personnellement. Oui. Notre clientèle les détient et on va commencer avec le premier qui est Microsoft. Dis-moi Steve, qu'est-ce que tu trouves intéressant de Microsoft? C'est une compagnie qui est active, qui est leader dans bien des domaines, notamment les services aux entreprises. Et si on pense au bureau, qu'est-ce qu'on a? On a le système d'opération, on a Windows, on a la suite Office, on a maintenant Teams, Microsoft Teams, qui est incontournable pour nous. C'est un outil excellent. Oui. Et c'est le genre de choses qui ne coûtent pas cher pour une entreprise pour ce que ça donne. Et ça leur donne une capacité, justement, comme ils viennent de faire, d'augmenter les prix. Et il n'y a pas de démonstration dans les rues, à ce que je sache. Donc, ça a bien passé et ça va augmenter, donner la possibilité à Microsoft de suivre l'inflation, si on veut. Donc, à ce niveau-là, j'aime beaucoup. Ils ont également LinkedIn, qui est le Facebook corporatif. Et en plus, Xbox et d'autres choses qui se passent bien. Le cloud, qui est un des leaders dans le cloud, qui est une business très rentable et très grosse pour Microsoft. Et ça s'appelle Azure Cloud. Ouais. C'est toutes des entreprises, des lignes d'affaires qui sont importantes, rentables et croissantes. C'est une compagnie que je trouve qui n'arrête pas d'innover. Comme tu viens de mentionner, Teams est un genre d'un logiciel qu'on ne peut plus s'en passer. C'est utilisé au niveau gouvernemental, aux écoles, dans toutes les grosses compagnies, de plus en plus utilisent Teams. Si vous comparez Microsoft, disons, à IBM était dans les mainframes, qui est une technologie qui est en train de mourir graduellement. Une des raisons pourquoi IBM ne progresse plus comme Microsoft progresse depuis 10 ans. Alors, il y a 10 ans, Microsoft était, j'imagine, c'était plus cher qu'il était aujourd'hui en termes de niveau de bénéfice. Mais il y a 10 ans, c'était dirigé par un monsieur qui s'appelle Steve Ballmer, qui a acheté les LA Clippers. C'est une équipe de basketball aux États-Unis, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Puis, il a échoué dans beaucoup de côtés, avec par exemple Bing, qui n'a pas vraiment attrapé. Qui est le Google de Microsoft. C'est ça. En plus, ils ont essayé de rentrer dans le côté téléphone, le téléphone intelligent, ils ont échoué avec ça aussi. Alors, ils ont fait pas mal de mauvaises décisions entre, disons, 2000 et 2010, mais en 2010, ils ont fait rentrer Satya Nadella, un monsieur qui venait du département du cloud, nuage en français. Et alors, depuis qu'il est rentré, ce monsieur-là a été capable d'exécuter d'une façon très efficace. Ils ont acheté LinkedIn. Ils ont beaucoup payé pour LinkedIn, je me rappelle, quand ils l'ont acheté, quelque chose comme 19 milliards de dollars. Mais ça a devenu un succès. Il a encore développé le cloud en plus avec Azure, comme tu avais mentionné. Et ils ont changé la façon qu'on paye pour Office 365. Avant, je pense qu'on l'achetait une fois et puis c'était fini. Puis mais au bout maintenant, de 2 ans, 3 ans, on avait le choix de prendre la nouvelle version ou exact, pas. Puis quand exact. l'économie allait mal, mais qu'est-ce qu'on fait? Les entreprises reportaient cette décision-là. Les revenus Exact. ralentissaient. Mais maintenant, on paye annuellement pour une souscription. Alors, ça a comme généré un genre d'un revenu
systématique pour la compagnie. Ils viennent, comme tu avais mentionné, augmenter les prix. Et Microsoft, ils ont quand même un genre de monopole dans le côté digital. Il faut faire face à ça. C'est l'économie digitale, je pense que c'est l'avenir. Et Microsoft est bien positionné pour les prochaines 2, 3, 5, même 10 ans s'ils continuent à faire ce qu'ils font. Puis ce qu'on réalise, très rentable, croissance ou dans des secteurs de croissance, ce qu'on appelle séculaire, là, mais des tendances de fond qui sont durables et à un prix raisonnable. Quand on dit raisonnable, c'est toujours difficile parce qu'on voit le prix de l'action a monté énormément. Donc, ça a été un succès pour nos clients. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que si on a des nouveaux clients ou si on laisse déplacement pour les clients qui sont avec nous depuis longtemps, est-ce qu'on met notre client à risque pour détenir une action tombée en amour? Donc, c'est beau d'investir avec la tête ou avec un peu de feeling, de la science et l'art, mais il ne faut pas investir avec le cœur. C'est ça. Je vais juste expliquer qu'est-ce que ça veut dire valuation. Alors, si on achète une compagnie comme Microsoft, exemple, si ça trade à 40 fois les bénéfices de l'année prochaine et la compagnie a une croissance de 20% par année, bien, c'est un rendement que vous allez faire en 5 ans de 20% par année. Si l'évaluation reste pareille à 20 fois les bénéfices, alors c'est un rendement très intéressant. Alors, une compagnie qui vraiment a un genre de monopole, qui est dans le bon secteur de l'économie digitale, je suis d'accord avec toi. Il faut détenir une position dans Microsoft. On ne devrait pas négliger Microsoft. Puis j'aime le point de vue de quand tu amènes la valorisation parce qu'une excellente compagnie ne fait pas nécessairement un excellent placement. Absolument. Parce que la compagnie sur le terrain peut croître de 20% par année, comme on estime pour Microsoft, mais peut avoir un prix trop cher, comme le cas dans l'année 2000. En plus d'avoir une direction qui n'était peut-être pas dynamique dans le sens qu'on avait besoin, mais pendant 10 ans, le prix de l'action a fait du surplace, alors que la compagnie a fait 20% par année pendant 10 ans. Ouais. Donc, on parle d'une croissance faramineuse pour une grosse compagnie même à ce moment-là, mais aujourd'hui, elle se retrouve à 2 fois moins chère qu'elle était dans l'an 2000, ouais, avec une compagnie qui semble avoir une meilleure direction et autant de potentiel de croissance. Effectivement. Au prochain. Maintenant, Visa. Visa. Donc, nos clients et nous-mêmes détenons Visa et donc c'est un bon exemple dans une autre industrie. Est-ce que tu peux partager tes idées avec nous, Karim? Alors, Visa avec le système de paiement électronique de plus en plus. Depuis la pandémie, le monde utilise le cash, le comptant de moins en moins. Même au début de la pandémie, quand je suis allé acheter une crème glacée, j'ai hésité de payer en espèces parce que je ne voulais pas le change. Ça m'a inquiété au départ de la pandémie. Maintenant, c'est correct, mais au départ, ça a beaucoup inquiété. Alors, j'ai payé avec ma carte de crédit à la place, avec le touch. Et j'ai remarqué que de plus en plus, le monde sont en train de payer de cette façon-là. Et avec tous les achats qu'on fait online, bien, on le fait avec les cartes de crédit. Alors, Visa, les revenus ont quand même baissé d'à peu près 8% parce qu'une grosse partie de leurs revenus vient du secteur loisirs, voyage. Mais là, on peut jouer Visa de deux façons. Un, c'est paiement électronique qui va prendre de plus en plus de la place dans notre vie. Et deux, avec la réouverture de l'économie, en particulier le loisir, ça devrait se replacer. En plus, c'est un genre de monopole, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Toutes les banques ont une carte de crédit qui représente. Même PayPal et Square ont des cartes de crédit derrière eux. Et même le côté crypto est en train de regarder aussi, d'adopter le Visa, le Mastercard. Alors, c'est dans l'arrière de toutes les compagnies
FinTech. En anglais, on dit FinTech. Je ne sais pas si tu le connais, le terme en français. Je pense que ça s'appelle FinTech. OK. Financial Technology. Alors, Visa aussi, une compagnie qui accroît depuis qui fait une croissance, je devrais dire, pardon, de 20% par année de leurs bénéfices et qui trade à un multiple d'à peu près 30 ou 32 fois les bénéfices de l'année prochaine, c'est quand même pas cher pour une compagnie de cette qualité-là. C'est ça. Puis il faut toujours faire attention, c'est qu'il faut pas éviter, il faut éviter les perles qui transigent comme des diamants, si on veut. Et l'idée ici, c'est que la croissance est 3 fois la moyenne des compagnies, 3 fois plus élevée, puis la valorisation juste un cheveu plus élevé. Donc, on paye un petit peu plus cher, mais pour quelque chose qui vaut vraiment... On achète la qualité. Oui. C'est aussi simple que ça. C'est de la qualité. On paye pour ce qu'on reçoit dans la vie. Alors, ça représente Visa. Puis, je crois que Visa et Microsoft ont quand même un avenir très intéressant, robuste pour les prochains 2 à 5 ans. Donc, c'est les rails pour l'économie. Tout le monde en a dans leur poche. La croissance va passer par Visa, surtout le fait que tout le monde l'utilise de plus en plus pour ne pas avoir du change dans les poches. Quelque chose que j'essaye depuis 10 ans. Maintenant, tous les commerçants l'acceptent donc plus facilement. Donc, l'économie digitale est là, Visa est au centre. Mais maintenant, il y a d'autres concurrents digitales qui se sont ajoutés, les Square, les PayPal, qui n'est pas tout à fait nouveau, mais qui commencent à prendre plus de place dans l'économie. Est-ce qu'il y a de la place? Est-ce que ça concurrence Visa? Pas du tout. Je pense que ça va être complémentaire à Visa et Mastercard, ces compagnies-là, parce qu'ils ils utilisent indirectement le système de carte de crédit. Il y a toujours les cartes de crédit derrière eux, d'une façon ou l'autre. Alors, c'est un complément et non pas une substitution. Alors, qu'on procède au 3e choix, General Motors. Qu'est-ce que tu aimes dans General Motors, Steve? Bien, avant d'avancer, plusieurs de mes clients savent que j'évite généralement et presque exclusivement les industries intensives en utilisation de capital et fortement concurrentielles ou, disons, avec des consommateurs difficiles à satisfaire. Donc, tout ça, on voit les manufacturiers automobiles, manufacturiers dans l'aéronautique, soit qu'ils changent la ligne de montage à tous les 3-4 ans pour satisfaire à la concurrence japonaise, coréenne, ou qu'ils investissent dans des projets qui prennent des années et des milliards à développer quand ça vient aux avions. Puis en temps de récession, normalement, cette année, c'était pas comme ça, mais pour l'automobile, mais les récessions, ça devient très cyclique, ces compagnies-là, puis c'est difficile à suivre. Difficile à suivre, pas rentable, pas assez rentable, puis beaucoup d'endettement. Donc, c'est des choses que j'aime pas. Mais, après discussion avec M. Zacher ici, j'ai vu une exception dans GM parce qu'il y a des changements, donc des facteurs qualitatifs qui ne paraissent pas nécessairement encore, mais qui m'amenaient à considérer. Puis c'est là que tu vas peut-être partager le début de notre discussion il y a quelques mois. Oui, bien, une des choses qui m'a attiré à General Motors, premièrement, c'est une compagnie qui est présentement beaucoup mieux gérée que la dernière décennie. On sait tous que GM a fait faillite après la crise financière en 2008-2009. Ils ont réouvert, ils ont éliminé beaucoup de marques comme Oldsmobile et Pontiac. Ils ont vraiment mis le focus sur certaines marques comme Chevrolet. Et aussi, ils ont fait rentrer une madame qui s'appelle Mary Barra, qui est la présidente en chef, qui est une madame très compétente. Elle a solidifié le bilan financier et présentement, ils sont les 2e plus avancés dans le côté automobile électrique après Tesla. C'est ça qui m'a étonné, oui. Oui. Alors, ce qu'on remarque de plus en plus, il y a des automobiles qui prennent place sur nos rues qui sont électriques. Chaque année, ça augmente. Et il faut dire qu'on commence à voir beaucoup de Tesla sur les routes, mais GM s'en vient avec une nouvelle technologie qui s'appelle Ultium, une batterie Ultium qui est adaptable à toutes leurs marques. OK?
Et là, ils vont sortir avec le Hummer cette année. J'ai entendu que la demande est très forte. Le Hummer, une grosse bagnole. Beaucoup de monde aime ça. Moi, je trouve que ça prend trop de place sur les rues, mais il y a beaucoup de monde qui aime ça. Puis, ils disent que ça va avoir un range de 1000 km par charge. Ça va bouleverser l'industrie, selon moi, en particulier aux États-Unis, parce qu'ils adorent ces gros camions-là. Alors, la demande va être très forte. Ça devrait sortir en 2021. Puis en 2022, ils vont sortir avec le Cadillac Lyriq, une automobile luxueuse qui va être 100% électrique. Et d'ici 2025, on parle d'à peu près 20 à 25 marques d'automobiles électriques avec cette batterie Ultium qui va être adaptable à toutes ces marques-là d'automobiles qui vont produire. J'aimerais souligner pourquoi c'est important adaptable, parce que l'affaire, c'est que cette plateforme de batterie-là, ce n'est pas tous les manufacturiers qui vont être capables de faire ça. Donc, ils ont une technologie qui va permettre d'avoir plus de batterie pour, disons, le Hummer et avoir la même plateforme, les mêmes modules, mais moins de batterie pour la Lyriq et moins encore pour une Cruze, par exemple. Donc, l'idée là-dedans, c'est que l'économie d'échelle. Donc, ils ont réussi à avoir une portée plus grande avec une seule technologie. Puis je pense que ça c'est là que j'aime entendre ces choses. Ça me semble visionnaire pour quelque chose qui n'est pas excitant, là. Mais on s'entend qu'en termes financiers, d'avoir quelque chose qui a une économie d'échelle, qui perce dans une nouvelle industrie en croissance, parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de concurrence qui s'en vient. Tout le monde, toutes les compagnies ou presque, ont une stratégie pour l'électrique, mais GM semblait là... C'est le plus avancé après Tesla, selon nos recherches. C'est bien géré, un bilan financier intéressant, mais là, une chose là, que je trouve très importante, l'infrastructure est en place. Mm-hmm. Où Tesla est en train de créer une infrastructure. Très rapidement. Très rapidement. GM, c'est sur place. C'est prêt de partir. Mais il faut dire que dernièrement, il y avait des très mauvaises nouvelles avec GM, avec le Chevrolet Bolt, qui... Mettez-le pas dans votre garage. Il brûle quand vous le rechargez, puis il y a un recall pas mal qui va coûter GM $1 milliard. Mais ça, c'est une ancienne technologie. La nouvelle technologie Ultium n'est pas basée sur la même méthode que le Bolt est construit sur. Là, le Bolt, c'est une ancienne technologie quand même, leur batterie. Donc, dirais-tu que GM met le feu dans la cabane pour commencer à nouveau? Non, effectivement. Par sa part, ce qu'on va avoir des ratés avec des placements, on n'a pas le choix. C'est la vraie vie dans le monde. On a des erreurs, on ne gagne pas tous les matchs, personnellement ou notre équipe sportive. Et dans ce cas-ci, ce qui me réconforte, c'est qu'ils ont déjà fait le travail pour remplacer cette batterie-là qui cause un problème maintenant. Donc, ils ne sont pas en mode réaction. Ils ont déjà la stratégie qui empêche le titre de baisser fortement, baisser un petit peu l'occasion d'achat, mais ça ne change pas la valeur de la compagnie puisque la valeur est basée sur leur potentiel futur. En plus, il faut se dire que les médias, en général, ne parlent pas des automobiles de gaz qui brûlent parce qu'il y en a bien plus d'automobiles à gaz qui brûlent que les automobiles électriques. Oui. En termes de pourcentage de production. La différence, c'est qu'on est en arrière du volant sur la route lorsque le moteur part en feu, alors que l'autre est dans notre entrée de cours. C'est un petit peu plus dramatique d'avoir un feu. C'est ça. Mais entendons-nous que le futur semble plus clair à ce niveau-là. Moi, je peux vous dire, personnellement, avec mon expérience, j'ai une auto électrique, puis c'est sûr que je ne retournerai plus pour une auto à gaz. Une fois qu'on l'essaye, c'est vraiment incroyable comme automobile. C'est un plaisir de conduire. C'est pratique de charger l'auto chez nous à la maison. Alors, mon propre expérience me dit que c'est un phénomène qui va prendre de plus en plus la place dans notre quotidien tous les jours. Et c'est une des raisons pourquoi j'aime beaucoup General Motors. Alors, en plus de ça, c'est l'avenir. Quand on le veut
qu'on ne le veut pas, les gouvernements dans certains pays à travers le monde imposent que les seuls automobiles qui vont être en vente, ça va être des automobiles électriques d'ici 2035, dépendant du pays. L'Europe va l'adopter, le Québec l'a adopté, la Californie l'a adopté. Ça s'en vient de plus en plus. Alors, c'est un trend. Et en anglais, on dit « the trend is your friend ». Alors, il faut avoir de la place là-dedans. Mais une des raisons que j'aime beaucoup en plus GM, c'est la valuation. Tu aimerais élaborer là-dessus? Oui, définitivement. C'est une exception de GM, c'est qu'elle se transige. On parlait de Microsoft et Visa qui se transigent un petit peu plus cher que le marché en moyenne, donc les compagnies en moyenne. Mais GM est à moitié de la valorisation d'une compagnie moyenne. Donc, on paye moitié prix pour $1 de profit. Donc, on parlait de différence, c'est qu'au lieu de le marché, si on met le marché à 20-25, on a les compagnies qu'on a parlé jusqu'à date sont peut-être à 30, dans la trentaine, mais GM est à 10, même pas. Tu as 8 fois ses profits. Et ce qui permet, c'est que les attentes sont faibles. Les attentes étant faibles, ça laisse la place aux surprises. Donc, avec une croissance qui est un petit peu supérieure à l'économie, on risque de faire un bon levier. C'est ça, d'une façon un petit peu plus concrète. Si, par exemple, les bénéfices en 2022 sont aux alentours de 7 $ par action et on donne un multiple de 10 fois, on parle d'un stock qui devrait valoir 70 $. Là, on ne peut pas vous garantir ça, c'est sûr, mais 70 $ et présentement, les actions transigent moins que 50. Je pense que c'est quand même intéressant. En plus, si on a une croissance de la demande des automobiles électriques qui vont se rendre à 15-20 fois, 20% par année dans l'avenir, avec un multiple de 10 fois, mais ce multiple-là peut devenir 20 fois. C'est ça. Les attentes sont sur moins de 10 alors qu'on pourrait avoir beaucoup plus que 10 C'est ça. Dans la thèse que nous voyons. Donc, il y a du potentiel et c'est donc de participer à moindre prix que le leader dans ce domaine-là, qui est Tesla, qu'on adore la compagnie, mais le prix de l'action rend difficile de voir comment on pourrait être satisfait dans 5 ans en termes d'investissement. C'est comme Tesla a une valuation d'à peu près 100 fois les bénéfices. Exemple, là, je n'ai pas eu les chiffres devant moi, mais la croissance est que 20% par année, mais ça va prendre longtemps pour arriver à un prix intéressant. Alors, le downside est beaucoup plus élevé que le upside pour Tesla. 10 fois le prix, mais pas à court terme. 10 fois le prix, mais loin d'être à 10 fois la croissance. Oui, à court terme. Mais à long terme, qui sait qu'est-ce qui peut arriver? Ça peut quand même aller très bien pour Tesla, puis je l'espère. Oui, effectivement. Si on veut, on a discuté de 3 compagnies parce qu'on vous aurait perdu si on parlait de 30, simplement dit. Donc, il faut aller chercher d'autres compagnies aussi belles, mais dans d'autres industries peut-être. Et en plus, ajouter des obligations, qui est le tampon stabilisateur qui fait qu'un investisseur croissance conservateur peut avoir les mêmes bonnes compagnies, mais à différents poids, contrebalancés par d'autres actifs comme les obligations. Ce qu'on parle de stratégies alternatives qui peuvent être infrastructure, immobilier, l'or, les métaux précieux et d'autres types d'actifs qui sont bons pour un portefeuille, mais qui ne sont pas sensibles à la bourse, qui ne sont pas reliés à la bourse. C'est ça. Alors, ces 3 titres-là devraient faire partie d'un portefeuille global. Tu avais mentionné les obligations, mais pour moi, les obligations, c'est la fondation de tous les portefeuilles, dépendant du profil du portefeuille. C'est embêtant, c'est quand votre maison est construite sur une fondation en ciment. S'il y a une tempête, la fondation reste debout. En plus de ça, des actifs alternatifs comme des métaux précieux, infrastructures, etc. Je pense qu'on a évoqué que le placement, c'est une combinaison de science et d'art. Donc, il n'y a pas une mesure à tout, il y a une combinaison. On a réalisé qu'on a différentes idées qui viennent de différentes sources, mais que ça revient à quand même, il y a des thèmes de base qui reviennent. Et donc, les façons de faire restent dans le temps, alors que l'information change tous les jours. Puis on garde des règles de diversification. Absolument. Alors, il faut vraiment considérer la répartition d'actifs
gérer le risque à l'intérieur du portefeuille. Ces actions-là sont des compléments à des portefeuilles. Ils font partie d'un portefeuille de 30 positions. Je ne recommanderais pas de mettre tous vos sous dans ces 3 titres-là. Il n'y a pas de garantie que ça va monter. Il y a toujours des inconnus qui arrivent. Si vous aimeriez avoir une rencontre, on peut toujours faire une rencontre virtuelle à travers Teams, qui est produit de Microsoft, juste en passant. On est capable maintenant de plus en plus rencontrer nos clients face à face. Mais avec ça, on aimerait vous remercier. Je veux remercier Steve Boulay d'être mon invité ce matin. À la prochaine. Au revoir.